Et si le vrai pouvoir ne résidait plus dans les fusils, mais dans les cœurs et les algorithmes? Cette question, simple en apparence, porte en elle une révolution silencieuse qui s'étend des Caraïbes à l'Afrique. Elle traverse l'Atlantique, s'insinue dans les esprits, résonne dans les rues, et interroge la manière même dont nous concevons la souveraineté et le changement. Aux abords de Kingston, la vibration dominante n'est plus la peur, mais le rythme des tambours. Là où jadis la crainte paralysait, c'est désormais la joie et la détermination qui guident les pas. Sur Halfway Tree, les marchés s'animent au son des percussions, rappelant que la culture jamaïcaine n'a jamais été aussi vivante. Des souvenirs flottent dans l'air, portés par un appel brûlant à la souveraineté. Les jeunes n'élèvent pas leur voix pour la violence, mais pour la mémoire et la dignité. Les slogans murmurés hier sont aujourd'hui clamés haut et fort sur les places publiques, dans les salles de classe et même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le nom d'Ibrahim Traoré résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour la jeunesse panafricaine et caribéenne, il incarne la résistance, la capacité à dire non à la fatalité. À leurs yeux, il n'est plus seulement chef d'État. Il incarne la lignée de Marcus Garvey et de Thomas Sankara. Garvey, qui rêvait d'un retour glorieux à l'Afrique, et Sankara, qui prônait l'autosuffisance et la dignité, sont désormais rejoints par Traoré, symbole d'une troisième voie, celle de l'action collective et de l'innovation au service de la souveraineté. Un héritier de la révolte consciente, pacifique et déterminé. Traoré n'est pas un héros isolé, il s'inscrit dans une tradition de leaders qui ont su rallumer des étincelles dans les périodes les plus sombres. Lorsqu'il décide de nationaliser l'or, il s'inspire directement de Sankara, qui, dans les années 80, encourageait déjà le Burkina Faso à vivre de ses propres ressources. Mais ce n'est plus un seul homme qui inspire, c'est une vague. Une vague afro-caribéenne qui traverse l'Atlantique, défiant les vieilles règles du pouvoir. Entre Kingston et Ouagadougou, un nouveau langage s'invente. La mémoire comme stratégie, la culture comme arme. Cette nouvelle grammaire du pouvoir ne se limite pas à de grands discours. Elle s'incarne dans les gestes du quotidien. Un jeune beatmaker jamaïcain qui sample des discours de Sankara, une enseignante burkinabé qui projette des documentaires sur Marcus Garvey à ses élèves, des entrepreneurs qui se regroupent pour mutualiser leurs ressources et développer des coopératives locales. Ce souffle ne se limite pas au discours. Dans les quartiers de Montego Bay, dans les studios de reggae, sur les places publiques, la jeunesse s'éduque elle-même, s'organise, s'unit grâce au numérique. Un exemple frappant. À Montego Bay, un collectif de jeunes programmeurs organise chaque mois des hackathons pour développer des applications qui facilitent l'accès aux ressources éducatives panafricaines. Une conscience panafricaine irrigue leurs conversations, leurs chansons, leurs codes informatiques. Ce mouvement n'est pas une simple rébellion. C'est une renaissance. Une renaissance qui vise à transformer l'admiration en action, le rêve en réalité, sans renverser, mais en reconstruisant. Pour illustrer cela, pensons à la résurgence de l'art mural à Kingston, où des fresques géantes à l'effigie de figures panafricaines ornent les murs, non pas en signe de défi, mais comme des invitations à l'unité et à l'espoir. Mais le risque est immense. Si cette énergie collective s'éteint, la chance de briser le cycle d'oppression et de dépendance pourrait s'envoler. Entre l'histoire subie et la dignité retrouvée, il faut choisir. Les exemples du passé sont là pour rappeler que l'histoire est faite de rendez-vous manqués. La conférence de Berlin, la chute du rêve de la Fédération des Indes occidentales, tant d'élan brisés par la division ou la résignation. Pour comprendre comment cette révolution silencieuse bouleverse les règles du monde, il faut revenir aux racines. Là où tout a commencé, la dette, l'histoire et le rêve trop longtemps étouffé. La dette, ce mot qui pèse sur les épaules de générations entières, ne se limite pas aux chiffres. Elle façonne les mentalités, conditionne les politiques, restreint les possibles. Mais avant de saisir la puissance de ce mouvement, il faut regarder en arrière. Plongeons dans la mémoire collective et les dettes héritées qui ont tout déclenché. C'est un voyage dans le temps, là où les chaînes étaient visibles, mais où l'espoir ne s'est jamais éteint. Comment un passé chargé de douleur peut-il devenir le socle d'une renaissance collective?
Entre la Jamaïque et le Burkina Faso, un fil invisible relie deux peuples animés par la même soif de souveraineté. Sous les rires des carnavals et les étals chatoyants des marchés, subsistent des chaînes invisibles, dettes accablantes, blessures de la colonisation, héritages lourds à porter. Il suffit d'assister à un carnaval à Kingston pour voir comment la mémoire de l'esclavage s'invite dans les costumes, les danses, les chants, non pas comme une plainte, mais comme un rappel de la résilience. En Jamaïque, île lumineuse des Caraïbes, l'ombre de la dette pèse. 14 milliards de dollars américains, une somme écrasante qui ne se limite pas à un simple chiffre. Elle raconte des décennies de dépendance, de politiques dictées de l'extérieur, de rêves suspendus. À Kingston, comme sur les plages de Montego Bay, la jeunesse ressent la morsure du passé, mais commence à y déceler une faille, une opportunité de réinvention. Par exemple, lors de la crise de la dette des années 90, de nombreux jeunes Jamaïcains ont dû partir travailler à l'étranger, créant ainsi une diaspora dynamique qui aujourd'hui investit dans l'économie locale. À des milliers de kilomètres, le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, bouleverse les codes. Ici, nationaliser l'or n'est pas une promesse creuse, c'est un geste radical. L'argent qui autrefois quittait le pays irrigue désormais l'éducation, la santé et des routes qui changent le quotidien. Cette souveraineté n'est plus un vœu pieux, mais le fruit d'une construction collective, patiente et déterminée. Pour illustrer l'impact, rappelons que plus d'1 200 000 élèves burkinabés ont désormais accès à une éducation gratuite, ce qui était impensable il y a seulement 10 ans. La mémoire de la diaspora noire flotte partout, discrète mais puissante. Elle porte la vision de Marcus Garvey, l'audace de Thomas Sankara, l'espoir inachevé de générations entières. Les héritiers de ces luttes ne s'y enferment pas. Ils transforment la douleur en force, la nostalgie en élan, et le passé en tremplin vers un futur réinventé. À Harlem, Paris, Londres, on retrouve ces mêmes aspirations lors des festivals, dans les librairies ou dans les conférences où la jeunesse se réapproprie son histoire. Aujourd'hui, la jeunesse ne quémande plus le changement. Elle le provoque. Des réseaux sociaux aux rues animées, elle fait de la mémoire un levier d'action. Les slogans deviennent projets, l'admiration d'hier se mue en engagement et la fierté se transforme en volonté de reconquête, des ressources, des savoirs, de la dignité même. En Côte d'Ivoire, un collectif étudiant a su mobiliser des milliers de jeunes autour de la question de la restitution des biens culturels, démontrant que la souveraineté culturelle va de pair avec l'émancipation économique. Mais la menace demeure, rester prisonnier d'une dette héritée, de modèles imposés, de récits écrits ailleurs. Tant que ces chaînes subsistent, la souveraineté reste une illusion cruelle. Il faut oser rompre le cercle, choisir l'héritage que l'on façonne, non celui que l'on subit. Un exemple historique. Au Ghana, lorsque Kwame Nkrumah proclama l'indépendance, il mit l'accent sur l'éducation et la maîtrise des ressources naturelles, refusant de laisser les anciennes puissances écrire l'avenir du pays. Pourtant, sous la surface, une énergie nouvelle circule. Une confiance qui traverse les océans, porteuse de changements inattendus. Quels risques, quels espoirs, si cette envie de modèles nouveaux se propage à grande échelle. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a connu une explosion d'initiatives communautaires, montrant que la confiance collective peut bouleverser des décennies d'oppression. Le vent du changement ne souffle pas seulement dans les capitales. Il s'infiltre dans les écoles, les studios de musique, les plateformes numériques, où de jeunes voix s'affirment et se réapproprient l'histoire. À Dakar, des ateliers de slam permettent à la jeunesse de raconter son vécu, tandis qu'à Port-au-Prince, des collectifs d'artisans utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs créations à l'international. Et si la révolution quittait la rue pour s'installer dans les salles de classe, les home studios et les fils d'actualité? Aujourd'hui, l'écho venu du Burkina Faso ne fait pas que susciter l'admiration. Il provoque une vague d'initiatives, portée par une jeunesse qui refuse que la souveraineté reste un simple mot creux. À Abidjan, des podcasts éducatifs explorent l'histoire du panafricanisme, tandis qu'à Kingston, des ateliers de codage réunissent filles et garçons autour de projets communs. Des campagnes numériques émergent, des hymnes nouveaux envahissent les places,
Et les débats sur la propriété des ressources se propagent dans les podcasts, comme dans les playlists. Sur les murs de Kingston, d'Accra ou de Paris, les fresques se multiplient. Pendant ce temps, des créateurs sur TikTok, YouTube ou Instagram bousculent le récit dominant et proposent leur propre modèle d'indépendance. Mais cette effervescence ne passe pas inaperçue. Les médias occidentaux réagissent aussitôt. Ils minimisent ce réveil panafricain, le présentant comme une mode passagère ou, pire, une menace populiste. Selon eux, ce souffle ne serait qu'un feu de paille vite consumé. Pourtant, la réalité s'obstine à leur donner tort. En moins de 3 années, des milliards de dollars américains ont été rapatriés vers les économies locales. L'agriculture renaît, portée par des coopératives jeunes et inventives. L'éducation s'autofinance, grâce à l'épargne collective et à des levées de fonds inédites, parfois en crypto-monnaie ou via des NFT pédagogiques conçus par de jeunes codeurs africains. Un exemple concret. Au Sénégal, un groupe d'étudiants a levé des fonds en crypto-monnaie pour financer la création d'une bibliothèque numérique accessible à tous. La jeunesse ne se contente plus de rêver. Elle s'auto-organise, s'auto-forme et investit le numérique pour transformer l'admiration en action. Sur les réseaux, des curriculums panafricains voient le jour. Les compétences circulent. Un beatmaker de Kingston apprend la programmation à un lycéen de Bamako, pendant qu'une entrepreneur de Lagos partage ses astuces avec une étudiante de la Martinique. Cette circulation des savoirs rappelle l'époque des universités médiévales africaines, comme celle de Tombouctou, où les érudits venaient de tout le continent pour apprendre et enseigner. Cette solidarité ne reste plus à l'état de slogan. Elle devient stratégie économique, manière d'imaginer l'avenir. On la retrouve dans les caisses de solidarité communautaire, dans la création de programmes éducatifs ouverts, dans la naissance d'une économie circulaire qui ne dépend plus des flux d'aide extérieure, mais de la créativité partagée. En Haïti, par exemple, des initiatives citoyennes ont permis de financer la reconstruction de quartiers entiers grâce à la diaspora. La lutte pour la dignité devient numérique, consciente et surtout collective. Pour la première fois, chaque jeune connecté peut s'emparer du récit, loin des clichés d'instabilité ou de dépendance. Mais la menace plane. Si cet élan s'essouffle, si la jeunesse abandonne avant d'avoir consolidé le mouvement, alors l'ancien récit reviendra, refermant la porte sur des années de possibles inaboutis. On l'a vu au Zimbabwe, où, faute de structuration, les espoirs de réforme ont parfois buté sur de vieux réflexes ou des récupérations politiques. Pourtant, au cœur de cette effervescence, une question demeure. Comment transformer cette dynamique en changement durable ? Le prochain acte révélera si la jeunesse saura faire face aux premiers obstacles concrets. L'histoire abonde en exemples où l'enthousiasme initial s'est heurté à la réalité. Le printemps arabe, en Égypte, a montré l'importance de structurer l'énergie collective pour éviter la récupération ou la déception. Et si l'on cessait d'attendre un sauveur ? Et si, ensemble, nous devenions les bâtisseurs de notre avenir ? Cette idée n'est plus une utopie. À Madagascar, la transformation n'est pas tombée du ciel. Elle est née de la force d'une conscience collective. Là-bas, la société s'est réorganisée autour de la confiance, du partage et de l'action citoyenne. L'unité a redessiné le destin du peuple, sans intervention extérieure. Cela rappelle les sociétés traditionnelles africaines, où le pouvoir était exercé de manière collégiale, à partir du village, et non imposé par le sommet. Partout, des initiatives concrètes voient le jour. Des membres de la diaspora investissent directement dans des projets locaux. Des fonds afro-caribéens se multiplient. Des écoles ouvrent grâce au soutien communautaire. L'argent, l'énergie et la créativité de la diaspora noire circulent de main en main, vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. À chaque succès, un nouveau modèle de gouvernance prend forme, fondé sur la mutualisation et la responsabilité partagée. À Londres, par exemple, un fonds d'investissement solidaire a permis à des centaines de jeunes entrepreneurs africains de lancer leur activité. L'unité numérique devient une arme révolutionnaire. Grâce à la technologie, les citoyens s'organisent hors des circuits du pouvoir traditionnel. Ensemble, ils rédigent un contrat social inédit, où le pouvoir se bâtit d'en bas, par l'engagement de tous.
La légitimité naît de la participation active et non plus du regard lointain d'instances étrangères. Ce modèle rappelle le mouvement des villages-États au Sénégal, où la gouvernance se fonde sur la discussion, la médiation et la décision collective. Les exemples se multiplient. Lors de la journée de la solidarité noire, plus d'1 million de personnes étaient connectées. Concerts, collecte de dons, ateliers éducatifs en ligne rythmèrent l'événement. Ce ne sont plus les politiques qui dictent le changement, mais la mobilisation directe des citoyens. Là où d'autres voyaient des frontières, la jeunesse tisse des ponts numériques et culturels, transformant chaque idée en action concrète. À Port-of-Spain, une plateforme en ligne permet à des centaines d'artisans caribéens de vendre leurs créations partout dans le monde. Dans cette dynamique, l'éducation, la technologie et l'art fusionnent pour inventer une économie de la conscience. L'école déborde de la classe et investit la rue, les réseaux, l'espace public, au rythme des initiatives locales. Artistes, ingénieurs, enseignants et entrepreneurs élaborent ensemble des solutions adaptées aux réalités du continent et de la diaspora. À Cotonou, des ateliers de robotique sont animés bénévolement par des ingénieurs revenus de la diaspora. Mais ce réveil n'est pas sans péril. Toute énergie collective, si elle n'est pas structurée, peut s'effondrer ou être détournée par des intérêts extérieurs. L'enjeu vital, c'est d'éviter que cette soif d'autonomie ne soit récupérée ou neutralisée par ceux qui y voient un danger, ou par le retour sournois de l'ancien modèle de dépendance. L'exemple de la Grèce, dont l'élan de résistance à l'austérité a été brisé par la pression extérieure, rappelle que la vigilance collective est nécessaire. Alors, comment consolider ce réveil ? Comment inscrire cette unité dans la durée et faire de cette force retrouvée un véritable levier de transformation à l'abri des récupérations et des échecs du passé ? Pour répondre à cette question, il faut examiner les stratégies concrètes qui permettent de transformer l'élan collectif en structure solide. Ce sont ces mécanismes que nous allons explorer maintenant. Des coopératives agricoles aux plateformes éducatives, chaque initiative réussie est un pas de plus vers une souveraineté réelle. En Ouganda, la création de caisses rurales autogérées a permis de lutter contre la pauvreté sans recourir à l'aide internationale. La souveraineté commence ici, aujourd'hui. Chacun peut saisir la chance d'entrer dans cette renaissance, car le futur du mouvement panafricain dépend désormais de la capacité de tous à franchir le pas, de l'admiration discrète à l'action concrète. Tout commence par l'auto-éducation. Se former, transmettre le savoir, créer des contenus, ouvrir le débat. Ces gestes forment la base d'une nouvelle génération, plus lucide et résolue. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les ateliers de quartier ou autour d'une table familiale, chaque initiative compte. C'est ainsi que l'on brise les chaînes de la désinformation et que l'on se réapproprie le droit de raconter son histoire. Soutenir les campagnes numériques et les projets économiques panafricains devient alors un acte politique, quotidien et décisif. Cela va du partage d'un projet sur Internet à l'achat de produits issus de l'économie africaine ou caribéenne. Chaque choix de consommation, chaque clic, chaque soutien à une jeune entreprise locale construit une souveraineté économique concrète, loin des discours creux et des dépendances héritées. Réinventer la réussite, c'est aussi investir dans l'éducation, l'innovation locale et la coopération entre continents. Oser parier sur les idées nouvelles, encourager la jeunesse et bâtir des ponts solides entre l'Afrique, la Caraïbe et la diaspora, c'est ouvrir la voie à un succès qui ne dépend plus de regards extérieurs. Désormais, la réussite se mesure à l'impact réel sur son environnement. À Johannesburg, un incubateur de start-up accompagne des jeunes issus de milieux populaires, démontrant que l'innovation n'est pas l'apanage des grandes capitales occidentales. Refuser la validation extérieure, c'est se valoriser dans l'action, la culture et la solidarité. C'est choisir de se regarder avec fierté, de célébrer ses racines, ses langues, ses arts, et de transformer chaque progrès individuel en victoire partagée. La souveraineté culturelle devient alors la base indispensable de tout renouveau durable. À Dakar, la Semaine de la langue Wolof attire chaque année des milliers de jeunes, preuve que la valorisation des langues locales est un levier de confiance collective. Créer des ponts entre générations et continents,
c'est la force des temps nouveaux. Grâce à la technologie, à l'art, à l'entrepreneuriat, jeunes et anciens, Africains et Caribéens, peuvent collaborer sans frontières. Un téléphone portable, un podcast, une chanson, une entreprise commune suffisent à faire circuler les idées et les ressources qui changent la donne. À Montréal, une radio communautaire diffuse chaque semaine des débats sur la souveraineté et l'identité, réunissant la diaspora autour de projets solidaires. Refuser de s'engager aujourd'hui, c'est laisser filer la chance de transformer durablement son environnement, mais aussi de restaurer confiance et dignité à toute une communauté. L'histoire l'a prouvé. Chaque renaissance naît d'une étincelle individuelle qui, partagée, devient feu collectif. Martin Luther King, en son temps, n'était qu'un pasteur parmi d'autres avant de devenir l'étincelle d'un mouvement mondial, tout comme Wangari Maathai a su mobiliser des milliers de femmes kenyanes autour de la défense de l'environnement. Alors, une question demeure. Êtes-vous prêt ou prête à rejoindre cette génération qui choisit la conscience plutôt que la résignation? Serez-vous de ceux qui osent, qui inventent, qui bâtissent, ou de ceux qui se contentent de regarder passer le train de l'histoire? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle ère s'annonce, portée par des exemples concrets et des alliances inattendues. Voyons comment ces dynamiques se manifestent déjà sur le terrain. Au Rwanda, la politique du Made in Rwanda a permis d'accroître la part de la production locale et de créer des milliers d'emplois. En Jamaïque, le mouvement Buy Black encourage l'achat de produits fabriqués par des entrepreneurs noirs, participant à l'émancipation économique. L'histoire ne s'écrit plus sans vous. Ce réveil, que choisirez-vous d'en faire? Aujourd'hui, de Kingston à Ouagadougou, une génération noire a franchi la ligne invisible entre l'admiration et l'action. Nous ne sommes plus de simples témoins. Désormais, chaque mot, chaque partage, chaque création numérique bâtit l'avenir de tout un continent, de toute une diaspora. En Côte d'Ivoire, une plateforme de mentorat met en relation des jeunes diplômés avec des professionnels expérimentés de la diaspora, facilitant l'insertion professionnelle et la transmission du savoir. Refuser d'agir, c'est laisser d'autres rédiger à notre place le récit de demain. C'est perpétuer des siècles de dépendance, éteindre l'élan né d'Ibrahim Traoré, de la jeunesse jamaïcaine, de tous ceux qui transforment leur dignité en actes concrets. Dans les années 60, l'inaction a parfois permis la confiscation des indépendances africaines par des régimes autoritaires, montrant l'importance de l'engagement populaire. Regardez autour de vous. Jamais la technologie n'a autant relié nos destins. Un commentaire, une idée lancée, une vidéo partagée deviennent des armes de souveraineté. L'unité ne se proclame plus, elle se vit dans chaque initiative locale, chaque projet économique, chaque création culturelle qui ose défier les anciens récits imposés. À Lagos, une application mobile aide les agriculteurs à vendre directement leurs produits aux consommateurs urbains, contournant les intermédiaires et maximisant les revenus locaux. Ne rien faire, c'est accepter l'effacement de nos rêves, la manipulation de notre réputation collective. Oser agir, c'est risquer de changer non seulement sa propre vie, mais aussi l'avenir de millions d'autres. L'histoire du printemps des peuples en Europe, au XIXe siècle, démontre que l'engagement citoyen peut renverser l'ordre établi et ouvrir la voie à des transformations profondes. La révolution qui s'annonce n'attend pas de sauveurs, mais des bâtisseurs. Votre voix compte. Vos expériences inspirent. Votre créativité ouvre des chemins inédits. C'est en s'engageant, chacun à sa façon, que nous pouvons enfin inverser le rapport de force mondiale, non par les armes, mais par la puissance des idées et la maîtrise de l'économie. Alors, partagez cette vidéo. Commentez ce que cette renaissance réveille en vous. Encouragez vos proches à s'auto-éduquer, à entreprendre, à inventer de nouvelles manières d'être libres, ensemble. Ce n'est pas un appel au conflit, mais à la création. Réunissez-vous, organisez des ateliers, créez des réseaux, proposez des solutions. Chaque pas, même modeste, compte dans le grand récit du renouveau. Aujourd'hui, le véritable risque n'est plus l'échec, mais l'inaction. Osez le premier pas. L'histoire attend votre voix pour s'élever. Parce que, dans l'océan des possibles, chaque goutte compte.
La révolution des cœurs et des algorithmes ne fait que commencer.